Bonjour Johan. Bonjour David. C'est la semaine de l'embourgeoisement. Figurez-vous qu'en régie, il y a 2 réalisateurs. Tommy Corvelec et Nayan, dont je n'ai pas le nom de famille, puis je ne sais pas si je peux le donner, qui sont tous les 2 en régie. J'ai même demandé à Tommy de me donner un café. Je suis tout perturbé, en fait, c'est catastrophique. Et nous avons également une jeune lycéenne, Taco, qui nous vient des Yvelines, en stage d'observation. Et c'est elle, Taco, qui a lancé le live. Et voilà, bonjour, on va gagner, nous dit le Cheskin. Bonjour Umbas, bonjour Guizelou. Johan, le chat est sous tes yeux, on se tutoie parce que nous sommes camarades de lutte, on ne s'est jamais vu, c'est la première fois. Ouais. Alors, il faut bien mettre le micro. On n'a pas les moyens de LCP et de je sais pas quoi, parce que figurez-vous que Johan vient de m'expliquer que il avait été transformé en commentateur politique, en intervieweur politique, c'est ça ? Ouais. C'est-à-dire que ce livre me fait connaître en fait une nouvelle zone médiatique que je connaissais pas trop et qui est en fait celle du commentariat politique. Moi, comme tu sais, je viens d'un horizon littéraire. J'ai soutenu ma thèse ici, dans ces murs vénérables de la Sorbonne Nouvelle, maintenant qui est devenu un tiers-lieu. Et en fait, là, je vais sur les plateaux, je parle à Olivier Faure, je parle à Marie-Lise Léon. Et c'est une expérience toute nouvelle qui est assez intéressante, en fait. Qui est très intéressante parce que on voit le jeu que jouent les commentateurs politiques entre eux. Et c'est assez instructif, hein. Franchement. Par exemple, vas-y, qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience ? J'ai retenu de mon expérience sur le plateau de France Info. Déjà, j'ai été extrêmement bien accueilli par la journaliste Karine Bécard, qui dirige l'émission Questions politiques. Elle a très bien accueilli le livre. Et moi, j'y allais avec un peu d'appréhension, en me disant mon livre n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il recherche. Et j'ai été agréablement surpris par une personnalité qui est Olivier Faure, en fait, parce que moi, je suis pas tendance PS, je crois non. Voilà. Et j'ai été très agréablement surpris par la manière dont il dialoguait, dont il a lu le livre. Et il a pu discuter avec moi hors antenne de certains points du livre. Et donc, j'ai été très agréablement en fait par cette disponibilité, cette écoute. Et je dois avouer qui m'a un peu déstabilisé. Parce que je m'étais fait une idée beaucoup plus dure en fait de ce monde où finalement on vous reçoit sur les plateaux et puis on se sert de votre livre un petit peu comme d'un passe-plat, on utilise le titre milité un petit peu comme un effet d'affichage et donc c'était pas mal en fait. Finalement j'ai pas une expérience négative, c'est curieux de dire ça, voilà. Alors Johan, Faerber ou selon ton père ou Faber selon ta mère, c'est exactement, ça. C'est voilà. Ça. Tu sais tout. Tu m'as dit que voilà, j'ai fait au hasard le père et la mère, mais voilà, que tes parents n'étaient pas d'accord sur la prononciation de ton nom. Voilà. Tu es critique littéraire, tu es co-rédacteur en chef de tu étais co-rédacteur en chef de Diacritique. Tu as donc été ici doctorant en littérature, c'est bien ça. Oui. Voilà. T'as aussi mais je comprends pas pourquoi j'ai pas l'intro. Ah, voilà, pardon. Je t'en prie. Là, c'est moins pro, mais tu vas voir, c'est mieux qu'ailleurs. Bon, voilà. Alors, verbe par excellence de la Révolution française qui en démilitarise l'usage. Militer, renvoie au combat, s'attachant à faire prévaloir une idée. Là, je mets le livre pour qu'ils s'amusent en régie, voir s'ils peuvent faire un petit truc sympathique. Voilà. Militer renvoie au combat, s'attachant à prévaloir une idée, sinon une vision du monde. Dévaloriser, dévaluer, délaver, militer, le verbe apparaît désormais comme le verbe sale de l'époque, signe de la profonde crise démocratique qui secoue la France. Employé couramment, militer est aujourd'hui rattaché à une forme de radicalité, dont, à mon avis, Johan se revendique, accusation de terrorisme intellectuel, ça on peut le dire pour toi, tentative de dissolution de groupements militants, comment en étant arrivé à une vision aussi négative de l'acte même de militer, quelle distinction faire entre la militance d'antan et l'engagement d'aujourd'hui qui fleure mal le management, l'engagement d'aujourd'hui. Est-ce que militer ne serait pas justement refuser l'engagement ? Dans son essai publié chez Autrement, Johan Faerber
co-rédacteur en chef actuellement de la revue Collatérale. C'est pour ça que quand je dis diacritique, je me dis merde, ça c'est l'ancienne bio. Merde, qu'est-ce que je fais là? Interroge les possibilités, les limites du militantisme social, politique et culturel. C'est ta première convocation au poste. Oui. Est-ce que cette présentation vous convient? Il y a plein d'erreurs. Comment Il n'y ça a se passe? aucune erreur, tout est comme d'habitude au cordeau. C'est absolument la problématisation même qui m'a occupé pendant toute la rédaction de cet ouvrage. Alors, ouvrage qui est à la fois, je le dis d'entrée, décourageant et stimulant. Et stimulant. Oui. Si c'était que décourageant, voilà. Et alors, au tout début, pour rien te cacher, je reçois le bouquin. Alors, je te connaissais de lecture parce que je t'ai suivi à Diacritique et à Collatéral. Et puis sur Twitter où tu es très actif. Et je me suis dit, oh merde, un bouquin sur les militants. Bon, ouais, les militants 2.0, les nouveaux militants. Donc, je l'avais mis un peu de côté. Et puis après, je suis replongé dedans. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une analyse de fond sur le verbe militer et ce que ça signifie. Ben oui, effectivement, moi j'ai une expérience de militant une expérience de militant qui est une expérience de militant dans l'éducation nationale. Effectivement, j'interviens beaucoup sur Twitter en mode de commentaire, notamment du journalisme. Moi, ce qui m'intéresse en fait sur Twitter, c'est essayer d'analyser comment se comporte le journalisme politique. Et c'est précisément en fait Twitter pour moi. C'est vraiment à la fois positif et négatif, c'est-à-dire négatif puisque c'est quand même un déversoir de haine fascisante. Enfin, j'apprends rien à personne en disant que depuis que Musk l'a repris, il n'y a plus de modération, c'est devenu une foire d'empoigne. Mais c'est aussi intéressant de voir des discours qui se tiennent en fait à l'air libre. Sans aucune restriction et sans aucune limite. Et la fin de cette modération permet en fait d'accéder à des discours qui seraient pour moi beaucoup plus difficiles à trouver, notamment des discours globalement fascisants, et qui quand même se repositionnent notamment autour de la question du militantisme. Et c'est en fait en fréquentant beaucoup Twitter, c'est là que tu te trompes pas, que j'ai eu l'idée de ce livre, puisque j'ai vu que militer était devenu, non pas dans les milieux qu'on fréquente, militer c'est un verbe, je veux dire, qui est courant, qui n'est absolument pas stigmatisé, qui n'est pas du tout dévalorisé. Je dirais même que c'est comme le mot schtroumpf, c'est-à-dire c'est comme chez les schtroumpfs, on schtroumpfe tout, voilà. Militer, c'est un terme très courant. Et puis là, c'est vraiment devenu une insulte, un point nodal de dévalorisation. Et voilà, pour moi, c'est vraiment devenu l'occasion de commencer une sorte d'enquête terminologique et puis historique progressivement de ce terme de militer. Alors, c'est très emmerdant parce que Superman, d'entrée de jeu, balance la question à laquelle tu réponds. Le discrédit jeté sur le militantisme, n'est-ce pas le résultat de la dépolitisation portée par l'extrême centre que toi tu appelles l'extrême bourgeoisie depuis plus de 40 ans? Je laisse, ne divulgachons pas. Oui, voilà. Mais bien sûr que c'est ça. Bien voilà, oui. hein, mais on va quand même rentrer dans les détails. Oui. Voilà. Alors, si vous êtes pressé, vous vous crassez. Et si vous avez envie de discuter, ça va. Voilà. Oui, on associe souvent militer et militaire. Ah, oui. On va y venir. Juste une chose à propos de Twitter. Demain matin, à ta place, il y aura David Chavalarias, chercheur, qu'on a déjà reçu au poste, et Grégory Fabre, qui est un ancien de la presse indépendante du milieu des hackers, qui font partie, comme au poste, du collectif Hello Kitix, où on va essayer d'expliquer pourquoi nous considérons qu'il faut quitter Twitter à partir du 20 janvier. Oui. Donc demain, grande émission autour de tout ça à la même heure. Voilà, juste pour dire ça. Mutiler, limiter, militariser, c'est les 3 premiers mots de ton prologue. Ça répond immédiatement à la question de Jackson. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par mutiler, limiter, militariser? Oui, alors ce prologue, en fait, j'en ai eu l'idée dans l'année 2023 parce que, en fait, tu as parlé de mes parents au début et malheureusement, ils sont tombés très malades l'un et l'autre au printemps 2023 et je me suis installé chez eux pour les aider. Et là, j'ai fait les courses. Ils habitent à la campagne, à Coulommiers, pour ne rien cacher. Et je suis allé faire les courses et là, je suis allé acheter des betteraves. Ils voulaient absolument des betteraves. Donc, je suis allé acheter des betteraves sous vide et sur l'emballage de la betterave, il y avait une betterave dessinée avec un point levé et qui clamait « Je suis une betterave engagée ». Et là, en passant en caisse, je me suis dit « Mais
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment c'est possible? Alors que moi, tu l'as rappelé tout à l'heure, moi j'ai soutenu ma thèse ici, j'ai enseigné ici dans Feu Paris 3, et pour moi l'engagement, il a un terme, c'est vraiment un terme très précis, très connoté, c'est Sartre en 47, c'est vraiment une valorisation de l'engagement, c'est vraiment une valorisation de la lutte, c'est-à-dire pour faire reconnaître des idées aux inéquités, et j'ai vu que cette betterave qui était même pas en circuit court, qui était une betterave sous vide, qui arrivait de je ne sais où, alors qu'on était au beau milieu de la campagne. Il faut savoir que Coulommiers a été longtemps connu pour sa sucrerie, non pas pour ses fromages, pour sa sucrerie, est une terre de betteraves. C'est une terre de betteraves. Et donc, avoir une betterave qui arrive d'Espagne, ça me semblait complètement fou. Et je me suis dit, mais comment on est arrivé à ça? Et après, j'ai vu plusieurs événements qui m'ont fait penser qu'on avait basculé dans un changement de paradigme. Très vite, je crois que c'était 2-3 jours après, il y a eu le massacre de Sainte-Soline, qu'on connaît, autour des bassines, des méga-bassines, et les charges quasiment militaires que lançait Darmanin contre notamment les soulèvements de la terre et bassines non merci, avec ce que j'ai vite vu comme une sorte de double bataille qui s'engageait, une bataille physique avec malheureusement les mutilations, tous les gens envoyés aux hôpitaux, près de 40 blessés graves. Et aussi, très vite, l'utilisation d'un terme dont on a beaucoup parlé, qui était celui d'écoterrorisme, et qui correspondait aussi, cette fois, à une mutilation morale, c'est-à-dire une confiscation de la parole. Et dans cet écoterrorisme, qui a été repris, énormément commenté, arrivait quand même le terme de militant. Le terme de militant qui était à la fois une insulte et une sorte de déchéance de citoyenneté, une sorte de mutilation de l'engagement même, comme si l'engagé, comme si finalement le militant était quelqu'un qu'on pouvait suspecter, quelqu'un qui était effectivement un terroriste, mais quelqu'un qui n'avait pas droit à la parole à partir du moment où son militantisme était considéré comme finalement un coup de force et je dirais la fin de non-recevoir de tout débat. Ensuite, j'ai très vite enchaîné un autre événement qui a fait lui aussi grand bruit, puisque dans notre actualité qui est devenue une espèce d'hyper-actualité où on va de polémique en polémique, il y a eu la remise de la Palme d'Or. Alors là, on n'est plus du tout dans la boue de Sainte-Soline, on est dans les ors et la moquette de Cannes, et Justine Triet, on s'en souvient, la réalisatrice d'Anatomie d'une chute qui a été couronnée par la Palme d'Or, prononce son discours de remerciement et très vite il dévie vers le problème qui a soulevé tout le printemps 2023, pas seulement les méga-bassines, mais en fait la lutte contre la réforme inique des retraites de Macron. Et là, effectivement, elle prend parti et elle pointe le manque de démocratie sociale de Macron. Et son discours, qui était un discours en fait tout simplement citoyen, a été taxé de discours militant pour la déconsidérer en fait. Et tout ce qui pouvait être valorisé, tout ce qui pouvait rejoindre la défense des idéaux dont on a parlé tout à l'heure, devient finalement un outil de dévalorisation, de déconsidération, ce qu'a éprouvé aussi un chercheur quand même de renommée comme Pierre Rosanvallon, qui pointait lui aussi sur le plateau de l'émission Quotidien, toujours dans ce printemps 2023, un problème de fond qui était que Macron ne respectait pas l'esprit de la démocratie et que effectivement on avait un problème et une crise démocratique profonde. Et là je me suis dit, Rosanvallon a absolument raison, puisque Macron a dit en réponse à Rosanvallon, il a été assez piqué puisqu'il se fait passer pour un intellectuel depuis le début de son mandat, de ses 2 mandats. Il a dit, moi je respecte l'intellectuel, mais j'ai peur qu'il ne soit un militant. Et là, je me suis dit, il est temps de s'intéresser au terme de militant, qui revient dans le débat, toujours comme un outil de confiscation de la parole. Et là, je me suis intéressé à ce terme. Et la première surprise qui a été la mienne, c'est qu'en fait, il n'y a pas de livre sur le militantisme. Il y a des livres très intéressants sur lesquels je m'appuie abondamment, oui. Mais sur en fait des groupes de militants, et c'est très bien, ce sont d'excellents livres, mais je me suis dit c'est quand même curieux que personne n'ait pris à bras le corps cette question qui de fait est très vaste, hein. Moi je brasse pas tout, hein. Je tiens à dire aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux chatteurs que moi je brasse pas tout, mais j'essaie de voir effectivement un aspect, c'est-à-dire ce verbe militer. Et ce verbe militer, quand même, il a été rappelé sur le chat, c'est un verbe qui apparaît à la Renaissance. Alors, attends, oh là là, camarade, t'es pas à France Info, là, t'as tout ton temps. Oui. De Sainte-Soline à Cannes, page 22, écrit-tu. Militer devient ainsi le verbe noir de l'époque, c'est ce que tu viens de dire. Le verbe honni, celui qui entraîne désapprobation, coups et blessures, moqueries et rejets. À tout prendre, militer forme l'impossibilité constitutive de tout débat, comme si militer invalidait toute position dans un échange, sinon la possibilité même de tout échange,
le militant devenant l'incarnation du non-dialogue total. Alors, effectivement, c'est pas des exemples que tu donnes, mais on a, je me souviens au moment des Gilets jaunes, nous étions quelques-uns à être attaqués, journalistes militants, avocats militants, pour essayer de dévaloriser, et c'était assez rigolo parce que ça marche bien. Marshall et compagnie, là, comment ils s'appellent, les truchots, se passaient leur temps à expliquer que voilà, les street reporters étaient des militants et pas des reporters, etc. Bon, devant l'évidence, il a fallu qu'ils mettent un genou à terre, mais ça a été, effectivement, ce terme-là a commencé à être galvaudé. Et tu as raison, il faut peut-être commencer par l'étymologie de ce mot, parce qu'elle est absolument passionnante. Tu reviens sur l'histoire de ce mot, et là, on t'écoute bouche bée. Alors, merci, effectivement. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, je me suis beaucoup intéressé parce que moi j'ai beaucoup suivi les Gilets jaunes et le collectif qui est le nôtre, celui de lycée Mozart en lutte, puisque je suis enseignant dans le 93. On a participé aux manifestations des Gilets jaunes à partir du 8 décembre, hein, pas du 1er décembre, quand ça chauffait autour de l'Arc de Triomphe. Et effectivement, ce terme de militant a été énormément utilisé à ce moment-là pour confisquer la parole. Et donc, comme tu m'invitais à le faire, la question du militantisme doit passer d'abord par l'examen étymologique de ce terme, qui, moi, m'a beaucoup surpris. En fait, c'est un terme qui arrive dans la langue française à la Renaissance et qui est tout de suite connoté militaire, puisque c'est un terme militaire. Il s'agit d'enrôler, de s'engager quasiment dans l'armée et de faire partie d'un corps armé pour attaquer ou défendre physiquement des positions, des places fortes. Et donc c'est un terme qui est d'abord physique, qui n'est pas au sens propre, qui est vraiment un terme de combat. Vraiment la manière dont un militaire engagé va pouvoir défendre et militer, c'est faire partie d'un corps armé. Ce terme militer, il a toujours eu cette connotation et je dirais même cette dénotation, c'est-à-dire son sens propre de militaire, jusqu'à la Révolution française. À la Révolution française, il bascule et il change de sens. De la dénotation de militaire, il va passer à la connotation, c'est-à-dire de son sens propre, il va prendre un sens figuré et il apparaît dans la langue, en tout cas il est attesté en 1794, et là il prend un tout autre sens, qui est le sens qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire tout simplement ce sens de défendre ses idées par tous les moyens, en fait, rhétoriques et argumentatifs, pour que finalement, et là c'est une nouvelle idée, les idéaux démocratiques puissent s'installer, les idéaux de justice sociale, d'équité et d'égalité puissent triompher. Mais il y a un malaise tout de suite dans ce terme de militer, dans cet usage de militer, c'est que, en fait, quand le terme militer apparaît, la Révolution française touche quasiment, dans sa tournure démocratique, à sa fin. Et donc militer est pris dans un mouvement de tension où tant qu'il y a ce verbe militer, c'est que finalement la démocratie n'a pas réussi à se réaliser, qu'elle demeure toujours un horizon à recommencer et que finalement les militants sont en fait entraînés à trouver des moyens rhétoriques, des moyens intellectuels pour faire advenir ces idéaux démocratiques. Et donc tant que le terme militer est employé, et ça c'est terrible, mais en même temps, on le vit au quotidien pour les militants. Tant qu'il y a des militants, c'est que la démocratie n'est pas advenue à elle-même et qu'elle reste un horizon de promesses et de possibles pour une société qui vit malheureusement dans un autre type de régime. Tu précises que pour toi, c'est le verbe par excellence de la Révolution, Oui. de la Révolution française de 1789. Je me permets de faire une incise parce que tu reviens quand même assez souvent à la Révolution, aux Lumières, mais là c'est vraiment, là je sors du cadre de militer. Ces Lumières aujourd'hui sont critiquées, enfin depuis longtemps, mais singulièrement ces dernières années, sont critiquées par une partie du camp de gauche, de gauche, hein, j'entends, on parle pas de l'autre, en disant, en fait, les Lumières, mon cul, les Lumières, c'est la colonisation, c'est l'esclavage, et donc il faut repenser tout ça et arrêter d'être aveuglé par les Lumières, sans mauvais jeu de mots. Quel est ton point de vue par rapport à ça ?
Bah, moi, je rejoins ce point de vue, en fait, parce que je crois que tout le XVIIIe siècle en fait, c'est un siècle qui est un siècle où se sont posées des idées de révolution, des idées d'émancipation, mais aussi c'est un siècle qui est prisonnier de lui-même. C'est-à-dire que c'est un premier décillement, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Si par exemple, moi, j'ai étudié la place du personnage noir en littérature, et elle Oui. est très révélatrice, cette place du personnage noir en littérature, parce que quand on prend par exemple Voltaire Candide en 1759, c'est la première apparition d'un personnage noir qui a la parole, mais il n'a pas de prénom. Il s'appelle le nègre du Suriname. Et Mm. donc, c'est la fameuse phrase, c'est à ce prix que vous avez du sucre en Europe. On voit bien qu'à la fois, c'est la dénonciation des violences de l'esclavage, mais avec le terme de nègre, et puis sans donner de prénom, c'est-à-dire le faire exister comme un discours qui circulerait sans l'incarner, sans le nommer. Et l'épisode du nègre du Suriname, qui est vraiment un épisode qu'on a peut-être tous étudié, en tout cas en notre Mm. temps à l'école, montre bien l'état de tension de ce XVIIIe siècle, à la fois tourné vers la dénonciation de violence, mais aussi prisonnier d'un contexte qui, je dirais, va prendre petit à petit je dirais une autre dimension, c'est-à-dire que l'idée de démocratie, elle n'est pas figée et elle s'affine. Elle s'affine, elle s'enrichit au fil des années. Il faut dire qu'on parle beaucoup de 1789, mais 1791 à Saint-Domingue, c'est une date peut-être encore plus importante. C'est celle de la révolte contre les colons. 1804, Haïti, c'est une date clé de notre histoire, ou avec la proclamation de la première République noire. On parle beaucoup de 1789, mais 1848, le printemps des peuples, alors par exemple, scolairement on l'étudie, mais moi en mon temps, par exemple, au siècle dernier, on passait très vite sur 1848, alors que 1848, notamment dans le développement de la presse autour de mars 1848, on a l'apparition des premiers journaux féministes avec la voix des femmes. Et je dirais que c'est autre chose, par exemple, qu'Olympe de Gouges, parce que si on prend Olympe de Gouges, dont on nous dit qu'elle est la première féministe véritablement déclarée, c'est en tout cas ce que le Panthéon scolaire fait passer. Par exemple, on nous dit qu'elle a cherché à émanciper aussi, qu'elle a dénoncé l'esclavage. Quand on regarde la manière dont Olympe de Gouges, qui certes a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, quand on regarde ses positions sur l'esclavage, elle n'est pas du tout abolitionniste, hein. Elle est réformiste et elle défend ce qu'on appelle effectivement le mythe du bon nègre, hein, entre guillemets, Mm. c'est-à-dire Mm. c'est quoi un bon nègre? Eh bien le bon nègre respectera le bon maître. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut avoir un bon maître, à ce moment-là, se révoltera pas. Donc quand on regarde la focale de la littérature, on s'aperçoit que tout ce qui peut être positif en termes de dénonciation a quand même un sacré revers. Alors, la focale de la littérature, c'est notamment l'une des focales que tu utilises pour ton livre, auquel j'aimerais que nous revenions, mais merci pour tes précisions. Il y a Cheskin qui a dit, alors là je l'ai plus sous les yeux, mais qui a dit ah si, le voilà, même à gauche on dit que les journalistes entre guillemets de CNews sont des militants d'extrême droite. Donc là, c'est une petite tacle que nous fait Cheskin, et il a bien raison, mais en fait, toi ce que tu dis, c'est, de toute façon, page 28, il n'existe pas de militance d'extrême droite. Et là, ça revient à la définition que tu donnais par rapport à la Révolution française, parce qu'évidemment, elle n'est pas d'extrême droite. Oui. En gros, c'est ça. Oui. Est-ce que tu peux détailler un peu ce point? Oui, parce que très vite, en fait, c'est un problème ce qui est dit dans le chat, en fait, c'est une question, c'est un problème que je me suis vraiment posé, c'est-à-dire militant, est-ce qu'on milite, alors à la gauche et à l'extrême gauche, on milite, enfin, je l'espère, pour que la démocratie advienne, mais c'est pas du tout le cas à l'extrême droite et donc je me suis dit, en fait, si la démocratie n'est pas là, quel type de régime vit-on? Alors on le dit, et moi le premier d'ailleurs, j'ai longtemps dit qu'on vivait en oligarchie, hein, voilà, j'avais discuté avec Jacques Rancière de cette question-là, et puis je me suis dit en fait, mais quand on regarde l'extrême droite, c'est pas des militants en fait, c'est des militaires. C'est-à-dire que leur type d'organisation, notamment en milice, ça il faut quand même le dire, ces espèces de milices qui déferlent sur les barguets par exemple à Lille, qui déferlent sur les librairies à Lyon, ces groupes fascistes, en fait sont organisés militairement de deux façons, physiquement, mais aussi économiquement, puisqu'il y a quand même un brassage d'argent dans l'extrême droite qui est très important et qui, en fait, renseigne pour moi sur le type
de régime dans lequel on se trouve et que, pour moi, les militaires d'extrême droite défendent, c'est la stratocratie, en fait. Ce terme de stratocratie, qui est un peu barbare, qui est très très moche à entendre, c'est un terme qu'on emploie Alors peu. si, parce que moi j'ai pensé au Stratocaster. Ah bah oui, Les guitares Stratocaster, Oui, les exactement. Fender, quoi. Voilà, bon. c'est vrai, j'y ai Parce pas pensé. parce que j'ai découvert ce mot. Alors explique-nous ce mot, Stratotassi, et ce que ça signifie. Et oui, alors la stratocratie, C'est ça, Stratocratie, pardon. stratocratie, c'est très très moche à prononcer. Et Tu puis, l'as dit sur France Info, ça? ouais, je l'ai dit. Oh purée. Ils ont perdu 200 000 auditeurs Ah oui, d'un coup. là, les gens sont Oh là, partis, oh là, sont partis attends, en courant. je voulais pas Ah. être sur culture, moi. Non, mais il y a un masque à oxygène est tombé chez eux dans leur salon et ils ont cherché le gilet de sauvetage sous leur canapé. Oui, la stratocratie, c'est un élément très particulier qui en fait est vraiment très curieux parce qu'il installe un régime politique de militarisation sans militaire. C'est-à-dire qu'on reprend les schémas finalement de militarisation, c'est-à-dire l'organisation extrêmement pyramidale, hiérarchique, qu'on connaissait tous à l'armée quand on faisait au moins les 3 jours, ce qui était mon cas. Et ensuite, cette stratocratie, elle s'organise avec des militaires sans uniforme et autour de 2 questions, c'est-à-dire 2 pôles, 2 caractéristiques de la stratocratie, c'est la guerre civile généralisée. C'est-à-dire qu'il remplace la lutte des classes, le matérialisme historique, par en fait une lutte à mort, une guerre civile, qui est une guerre civile qu'on peut mener culturellement, ce qui est le cas du groupe Bolloré, mais pas que, hein, tous les milliardaires d'extrême droite. Donc ça passe par une hégémonie qui n'est pas culturelle. Pour moi, l'extrême droite défend une hégémonie médiatique. C'est-à-dire, par exemple, la transformation de la Maison Fayard en pôle médiatique. C'est pas du tout culturel. Voilà. Ensuite, ça peut être, on l'a vu, hein, un schéma de guerre civile. Sainte-Soline, malheureusement, est une zone d'affrontement physique de ce schéma de guerre civile. Ça, c'est le premier pôle, la première caractéristique de la stratocratie. Et la deuxième caractéristique de cette stratocratie, dont le 7 juillet porte la marque pour moi indéfectible, c'est la démophobie, c'est-à-dire une haine du peuple en tant qu'expression. Et la démophobie, elle s'incarne par exemple dans une invention du 19e siècle, dans 2 inventions du 19e siècle dont on n'a pas assez parlé à mon sens. Ludivine Bantini en parle beaucoup. C'est d'ailleurs, je crois, la seule qui en parle vraiment avec une force, je dirais, de pénétration et d'intelligence du contemporain. C'est la figure de l'électeur. L'électeur, c'est une figure qui a été inventée en France au 19e siècle pour couper la parole et confisquer l'énergie révolutionnaire qui, dans tout ce siècle de révolution, déferlait dans les rues. Et la figure de l'électeur, c'est la figure du camp de la raison. Vous avez des choses à dire, allez les dire dans les urnes, quelqu'un va vous incarner, vous représenter. On voit bien malheureusement la manière dont cette idée, au départ, qui est une idée démocratique, a été finalement confisquée à des buts autres. Le 7 juillet en est vraiment la preuve. Et la deuxième chose, c'est la presse. La presse, l'invention véritablement et la diffusion de la presse au 19e siècle, pas des journalistes, hein, je dis bien de la presse, et notamment avec l'usage de la tribune, du tribunisme et de l'opinionnisme tel que peut l'inventer la presse, c'est en fait confisquer la voix populaire pour la faire s'opposer à une voix du camp de la raison. Et c'est pas un hasard si, au 19e siècle, les journaux étaient vendus à la criée dans la rue, parce que la voix de la criée, en fait, entrait en concurrence avec la voix de la rue. Et cette presse, on voit bien que, par exemple, la stratégie de tous les groupes médiatiques d'extrême droite, c'est, par exemple, Fox News n'a rien inventé, CNews n'a rien inventé, c'est en fait la radicalisation de ces idées de confiscation de la voix de la vox populi par, en fait, une voix qui aurait des moyens financiers pour se répandre et qui, en fait, est une voix du dévoiement. À tel point qu'on a attendu la moitié du XXe siècle, nous dit Rannick, pour connaître la figure de l'électrice. En effet. Sentier battant nous pose une petite question. Après, on arrivera à l'histoire des militants. Sentier battant que je salue. Est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut dire que le militant est le double maléfique du citoyen ? Totalement.
effectivement, le militant est le double maléfique du citoyen, c'est son double méphitique même, c'est sa figure de l'ombre, comme si, vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation, comme si le militant manipulait en fait l'opinion, arrivait avec un projet déguisé qu'il ne voulait pas dire. C'est finalement toutes ces figures de manipulation de l'opinion. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du dévoiement en fait du projet. Quand on a parlé tout à l'heure de Justine Triet, on dit ah oui, elle dit la vérité sur la réforme des retraites, mais n'empêche, il y a 5 minutes, elle était au Carlton, elle était en train d'écrire son discours sur la réforme des retraites, mais là en fait c'est une imposteur. Voilà, c'est une imposteur, et le discours du militant, c'est comme si il était systématiquement dévalorisé parce que il serait celui d'un imposteur et donc d'une vision finalement qu'il faudrait balayer. Doit compter uniquement le citoyen qui est dans la lumière, dans le camp de la raison, et qui, justement, fait la juste part des choses, contrairement à un militant manipulateur et, effectivement, terriblement fourbe. C'est ça. Tu classes. Alors, justement, j'ai pas dit le mot militance qui m'est soufflé là, parce que toi, tu parles vraiment de militant ou de militantisme plus que de militance. Peut-être qu'on essaiera de préciser tout à l'heure. Alors, il y a trois âges pour toi. Je te laisse les détailler. Ils sont absolument passionnants parce que tous nous parlent d'aujourd'hui en réalité. Oui, alors. Donc à partir de là, moi j'ai décidé donc je me suis plongé dans tous ces ouvrages de sociologie et d'histoire sur le militantisme, un certain nombre d'articles, notamment passionnants sur les années 70. Dans les années 70, il y a tout un pan de la sociologie qui s'est intéressé au militantisme et la rétribution. Et très vite, je me suis dit, bon, il y a une évolution quand même de la figure du militant. Parler de militant aujourd'hui, c'est pas parler de militant comme on pouvait en parler dans les années 1950. Et donc, le terme de militant, il apparaît aussi très tard. Il apparaît en 1830, après les Trois Glorieuses de juillet 1830, parce que on a vu que ça s'incarnait dans des figures. Ça s'incarnait dans des figures, dans des hommes, et donc le terme de militant, il a voyagé tout au long du 19e siècle, et puis, au détour du 20e siècle, on peut dire qu'il y a un premier âge militant qui démarre après 1945, et ce premier âge militant il se constitue autour de deux figures. La première figure, qui est une figure qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, mais qui a été capitale après la Seconde Guerre mondiale, c'est la figure du prêtre ouvrier. Le prêtre ouvrier, c'est vraiment la grande figure, je dirais, de la professionnalisation du militantisme. Alors, figure-toi que nous en avons un tout petit peu parlé avec ici, c'est les bouquins des invités, et derrière toi, il y a un bouquin qui s'appelle Didier Vampas, Punk ouvrier, voilà. Et donc nous avons parlé de la figure du prêtre ouvrier, voilà. Peut-être que j'avais été un petit peu absorbé par ta lecture parallèle de ton livre, mais ça c'est extrêmement important de revenir sur l'idée du prêtre ouvrier et cette idée à laquelle moi j'avais jamais pensé, où tu dis le prêtre ouvrier se salit les mains. Oui, il est ouvrier. Eh oui, il est ouvrier. Et ça, c'est l'histoire des prêtres ouvriers, elle est assez passionnante parce que ils se sont engagés beaucoup dans la résistance. Et puis, la question de l'engagement, qui est encore un terme noble à l'époque, cette question de l'engagement fait que lorsqu'ils reviennent dans leur paroisse ou lorsqu'ils reviennent dans leur ministère après la guerre, ils s'aperçoivent que ceux et celles qui viennent assister à la messe ne correspondent pas à leurs idéaux de charité. En fait, le public qui vient là est un public et eux ne sont pas du tout en phase avec ce public bourgeois, parce qu'il y a deux notions qui a guidé leur ministère, c'est celle du partage et celle de la fraternité. Et donc ce partage et cette fraternité, cet échange, ils ne le trouvent pas dans leur ministère et ils vont aller dans les usines pour travailler, être au contact justement d'un évangile lu finalement comme le Capital de Marx, à savoir produisant en fait la question du partage et assimilant de manière, je trouve, formidable, vraiment formidable, la question du capitalisme à celui d'un péché structurel de la société. Et à partir de là, il travaille. Et ils travaillent finalement comme le feront les établis après 68. Ils travaillent et ils connaissent quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ils se salissent, comme tu le disais. Ils se salissent, ils ont les bras sales, ils sont pleins de cambouis. Et donc ils éprouvent finalement quelque chose qui les sort de cet idéal, de ce ciel des idées, de ce que pourrait être le paradis. Ils connaissent, comme le dira Gilbert Cesbron, qui a fait un best-seller avec
un roman nullissime, mais qui, en tout cas pour moi, est une pièce documentaire très intéressante sur la manière dont finalement le prêtre ouvrier est au contact. Tout est sale. C'est un roman qui est dominé par la noirceur, par la salissure, et puis par l'épreuve en fait d'un quotidien qu'ils ne connaissent pas et d'une fraternité qu'ils ne trouvent pas dans leur paroisse. Et très curieusement, finalement, on pourrait dire que les prêtres ouvriers, c'est la grande figure à la fois, une des premières grandes figures à la fois professionnelles du militantisme, mais surtout politique, puisque on peut voir que toutes ces expériences de prêtres ouvriers donneront plus tard, dans les années 70 en Amérique latine, la fameuse théologie de la libération qu'on connaît et qui quand même a ses racines auprès des prêtres ouvriers. Alors ça, c'est la période jusqu'à 1945. Il y a une autre figure presque concurrente de professionnalisation des militants, c'est la figure communiste. Ah oui, alors celle-là, elle est beaucoup plus connue et mise en lumière, mais c'est une figure, je dirais, pour moi, qui, de manière surprenante, est une figure extrêmement romantique. Le militant communiste, au départ, je me suis dit, mais c'est la figure politique, c'est vraiment la figure politique, et puis en commençant à écrire, je me dis, mais non, en fait, le militant communiste, c'est la figure romantique, celui qui porte l'idéalisation du combat et des idées à son acmé, qui fait de ces idées un absolu. Alors, quand je dis romantique, c'est pas du tout péjoratif. Hein, attention, un romantisme, c'est vraiment s'engager sans compter dans un combat. Ensuite, c'est une manière d'héroïsation de la lutte, mais une héroïsation négative. C'est-à-dire que le militant communiste développe une idée qui est celle de l'hyper-sacrifice. Il y a vraiment quelque chose d'hyper-sacrificiel dans la figure du militant. En ça, est-ce qu'il n'est pas un peu soldat? C'est-à-dire qu'en ça, est-ce qu'il ne retrouve pas la racine militaire du militantisme? Alors, c'est la question effectivement que je me suis posée parce que dans un certain nombre d'articles, en fait, on voit que se pose cette question-là. C'est-à-dire, oui, certes, on interroge la racine du mot militaire, et en fait, il y a une question qui se pose, c'est la question de la rétribution. La rétribution du militaire est une rétribution financière, ce qu'on appelle la solde, et la rétribution du militant communiste est souvent, en fait, morale, symbolique. Et c'est là que se fait la différence avec le militaire, c'est que vraiment, cette rétribution, elle est morale, en fait. Et pourquoi ? Parce qu'elle a une dimension... Alors attends, excuse-moi, je te coupe parce Je t'en que prie. il y a un problème de son ou pas Oui, c'est les poils de barbe, sans doute, voilà. Alors attends, on était donc au communisme. Au communisme, la réflexion, voilà, vas-y. Au communisme, à l'héroïsation, en fait, cette figure de l'héroïsation, elle est très importante parce que elle permet de stimuler un combat. C'est quand même des combats, le militant communisme, avec toutes les horreurs qu'on a pu connaître, hein, mais ça, effectivement, personne ne les cache. Mais le combat communiste, c'est quand même un combat qui est décourageant, désespérant, parce que s'il a pu être très fort à un moment donné, on a vu qu'il s'effondrait très rapidement après 1945 et qu'il rétrécissait comme une peau de chagrin. Et donc, à partir de là, moi j'ai vu qu'il y avait une déprofessionnalisation progressive. Ça, c'est le deuxième âge. Donc. Ouais, c'est le deuxième âge, c'est une déprofessionnalisation progressive parce que les prêtres ouvriers refluent à la mesure d'un catholicisme qui lui-même reflue dans la société, et les militants communistes refluent aussi à la mesure d'une désaffection pour le communisme, et notamment pour toute la barbarie qui a pu s'exercer, notamment en URSS. Et donc, à partir de là, se développe un deuxième âge, qui est l'âge de ce que j'appelle le militantisme, car le mot militantisme est récent dans la langue française. Il apparaît au milieu des années 60, et il apparaît au milieu des années 60 par effet d'anglicisme, et ça devient en fait un terme qui est beaucoup plus générique, et qui est en fait beaucoup plus générique et qui est déprofessionnalisé, comme je le disais, et qui va s'attacher à d'autres figures. Il va s'attacher à d'autres figures, c'est-à-dire, il y a une sorte, qu'on pourrait dire, d'adjectivation du terme militant. On a des ouvriers militants, on a des enseignants militants, on a un certain nombre de professions auxquelles, en fait, on accole le terme de militant
pour dire effectivement qu'il y a un engagement. Et peut-être la figure la plus éminente et qui symbolise, après le prêtre ouvrier et le militant communiste, ce basculement vers le militantisme, et sa déprofessionnalisation, c'est l'écrivain engagé de Sartre. L'écrivain engagé de Sartre, c'est un écrivain qui est engagé, un écrivain en fait qui est militant, et cet écrivain militant, il s'accomplit en fait à la mesure, je dirais, de 3 caractéristiques, c'est-à-dire son but, c'est dénoncer. Il dénonce une injustice, on connaît, c'est Sartre, sur son baril à l'usine de Renault-Billancourt. Il est monté sur son baril, il dénonce. C'est la figure totalement héroïque de l'écrivain engagé. Le deuxième, c'est, après la dénonciation, c'est l'incitation. L'écrivain engagé, il utilise son pouvoir, en fait son pouvoir d'apparition dans la presse, pour médiatiser, visibiliser et mettre sur le devant de la scène une lutte. Et ça, c'est très important parce qu'il transforme son écriture en pouvoir d'apparition politique. Alors ça va se lier avec une figure que j'avais étudiée dans un de mes précédents essais qui s'appelle le grand écrivain. Et effectivement, le grand écrivain, c'est le point de jonction de la politique et de la littérature en tant qu'il va servir justement un combat. Il va se servir de son pouvoir d'apparaître médiatique par l'écriture pour faire surgir ce combat et l'interroger, parce que c'est pas toujours des défenses, je dirais, rectilignes. Il y a quand même beaucoup de nuances, hein, parce qu'on a un peu caricaturé l'écrivain engagé, mais quand Sartre défend une cause, il la défend, mais quand même, il s'interroge beaucoup sur la manière dont on doit la défendre et sur les apories et les impasses de cette cause. Et puis le troisième point, c'est le dévoiement. C'est-à-dire que très vite, l'écrivain engagé a été accusé de pervertir, de détruire la littérature pour privilégier un combat politique. Et c'est là la première flétrissure, plus forte encore que la salissure du prêtre ouvrier, qui commence à s'instiller dans le terme de militant. Et moi, je parle de Sartre, mais je parle aussi beaucoup plus d'autrices engagées, parce que je trouve que si Sartre a pu défendre l'engagement, je trouve que des autrices comme Monique Wittig en France et Valérie Solanas aux États-Unis sont vraiment l'incarnation de cette adéquation totale où il est impossible de démêler littérature et politique. C'est dans une fusion totale qui rend encore leurs œuvres lisible aujourd'hui et d'une sorte d'hyper-actualité. Alors, Monique Wittig, tu l'as mis en exergue au début de ton bouquin, tu la remets à la fin. Solanas, il en a été question dans l'émission Bonjour Colère de Pauline Todesco ici, mais il faudrait peut-être rappeler juste quand même en 2 mots, qui sont ces 2 autrices ? Alors ces 2 autrices, elles ont commencé par une œuvre extrêmement littéraire qui n'était pas du tout liée à une sorte d'apparition politique comme elles vont le rester. Elles apparaissent toutes les 2 dans les années 60. Monique Wittig, elle, se distingue en 1964 par la parution de l'Opoponax, couronné par le prix Médicis, qui paraît aux éditions de Minuit et qui est considéré dans le sillage du nouveau roman, mais qui est un récit d'enfance, qui est sans doute un des plus grands textes du XXe siècle. C'est bouleversant, c'est à la fois sensible et extrêmement fin dans l'énonciation. De la même manière, Valérie Solanas, elle a un passé beaucoup plus chaotique et elle arrive à New York dans les années 60, pour faire connaître une pièce de théâtre qu'elle a écrite qui s'appelle Dans ton cul, Up Your Ass, et qu'elle confie à Andy Warhol. Et Warhol, qui à ce moment-là, on le sait, le maître de la Factory, prend la pièce et la perd. Il perd cette pièce qui était l'unique exemplaire dactylographié qu'avait Valérie Solanas. Et Valérie Solanas est totalement désespérée par cette perte, puisque c'est son œuvre. Et en fait, elle va écrire, elle va tirer sur Warhol. Hein, c'est elle qui a tiré sur Warhol. Je crois qu'il y a même eu une série d'American Horror Story qui retraçait cet épisode. Et elle va tirer sur Warhol. Et avant, en 67, elle écrit Scum Manifesto, qui est un manifeste sur l'art de mettre les hommes en pièces, et qui pour moi est un des textes les plus importants, importants du XXe siècle, puisqu'il questionne le féminisme et il défend une idée du féminisme qui est une idée extrêmement militante, extrêmement engagée, où elle va jusqu'au bout de certaines idées. Alors, certaines disent que c'est un texte ironique. Moi, je pense que c'est un contresens. C'est un texte qui est vraiment à lire tel quel. Et parallèlement, dans ces mêmes années, Monique Wittig en France, elle, va
fondé ce qui s'est appelé le très célèbre MLF, voilà, le Mouvement de libération des femmes, et elle va déposer, notamment avec sa sœur Gilles, une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, et pour la femme... En disant qu'il n'y a pas plus inconnu que la femme du soldat inconnu. Pas plus inconnu la femme inconnue. Voilà, la femme inconnue, et avec ce slogan que j'ai trouvé génial, un homme sur deux est une femme. Un homme sur deux est une femme, et voilà, et à ce moment-là, il y a l'impossibilité pour moi, aussi bien chez Solanas, notamment on retrouvera sa pièce à la fin des années 80, on retrouvera sa pièce, elle était tombée en fait derrière un fichier, il y avait à l'époque ces espèces de rangements en métal brossé gris qu'on retrouvait partout, c'était coincé derrière, sa pièce et Scum Manifesto est également Monique Wittig, que ce soit dans Les Guerrières, ou d'autres textes comme Le corps lesbien, allie vraiment littérature et politique, et c'est indémêlable. Alors que chez Sartre, c'est quand même, on peut toujours détacher la littérature de la politique, c'est beaucoup plus, je dirais, pour parler comme un psy, clivé. Voilà. Alors là, nous sommes dans les années 60, c'est le deuxième âge. Alors évidemment, c'est pas un âge qui suit un autre. Enfin, oui. il le suit, mais je veux dire, il ferme pas. On voit bien que le militant communiste, il en reste un petit peu. Voilà. On voit bien que ce que tu nous disais des militants des années 60, on en a aussi. Puis après, il y a ce que tu appelles l'âge du post-militantisme, qui est notre âge, qui s'établit sur la ruine, voire la disparition des militants. Oui, et ça, c'est un âge que j'ai eu du mal à identifier. En fait, c'est vraiment un âge... quand j'ai fait ce panorama historique, c'est ce qui m'a vraiment réclamé le plus de temps dans la construction du livre, parce que, effectivement, tu as raison de le rappeler, il se chevauche, il n'y a pas de cran d'arrêt, effectivement, à un moment, ça ne s'arrête pas, tout se superpose un petit peu, mais avec des mouvements d'affadissement à un moment, et pour moi, le post-militantisme, il est quand même datable d'une date clé, il me semble, dans notre histoire récente, c'est le 10 mai 81. Le 10 mai 81, c'est l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, c'est les 3 roses les jours qui ont suivi au Panthéon, et c'est un moment... Donc c'est l'arrivée des socialo-communistes. Des socialo-communistes, le retour des communistes au gouvernement. On les retrouvera en 97 avec Jospin, mais quand même, en 81, c'est leur grand... comme dirait mon neveu, leur fat comeback. Voilà, ils reviennent. Et je dirais que ça a posé un certain nombre de questions par rapport au militantisme. C'est-à-dire que l'arrivée de Mitterrand, alors nous maintenant on sait ce que ça a été, hein, mais en 81, c'était un moment d'espoir. C'était vraiment un grand moment d'espoir. Nous, quand on habitait à la campagne avec mes parents, moi j'avais 7 ans à l'époque, et donc on avait été surpris de voir le voisin, quand Mitterrand avait été élu, avec ce fameux écran qui apparaissait, ce visage de synthèse, je ne sais pas comment on appelle ça, analogique, enfin voilà, avec ordinateur analogique, je ne sais pas comment on dit, notre voisin avait tiré des coups de feu en l'air en disant oui, ça y est, c'est bon, voilà, on vivait à la campagne, c'était un chasseur, vous imaginez un chasseur de gauche, donc c'est quelque chose qui est maintenant totalement impossible, et donc ça portait l'espoir du militantisme, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient milité, notamment dans les années 70, tous ceux qui avaient porté des luttes dans cette si terrible période post-68, cette période de répression, qui avait continué à défendre un certain nombre d'enjeux militants, d'enjeux démocratiques, d'enjeux d'égalité, d'enjeux d'équité et d'émancipation, se sont dit ça y est, c'est bon, on a enfin une partie de ceux qui ont milité qui vont arriver au gouvernement. Et donc, on va pouvoir enfin se débarrasser de notre étiquette de militant, mais de manière positive, c'est-à-dire on va pouvoir un peu respirer. Je te laisse respirer justement en remerciant Le Monde des Licornes qui nous donne le terme, ça s'appelait télétexte, c'était le terme des visuels Minitel de l'époque, c'est ça, télétexte, et l'effet absolument dingue, c'est que les deux candidats au deuxième tour
étaient chauves, Mitterrand et Giscard, ce qui faisait que l'image apparaissait de haut en bas et qu'il faut attendre les yeux pour comprendre que c'est Mitterrand et pas Giscard. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de suspense absolument insoutenable à l'époque. Voilà, c'était juste un petit point d'histoire. Et ça s'appelle Télétexte, ça je ne savais pas. Si, voilà. Parce qu'il y avait ça aussi dans un concert, le fameux concert de Prince en août 83, où son visage apparaissait donc en télétexte comme ça. C'est là où il avait chanté Purple Rain pour la première fois. Voilà, très bien. Alors, précision. Alors c'est important parce que l'âge du post-militantisme, c'est celui dans lequel tu nous dis que nous débattons. C'est là où ton livre est un peu décourageant, c'est-à-dire que tu nous dis, voilà, pour traduire rapidement, la gauche ayant trahi au pouvoir, elle a trahi l'idée même du militantisme, puisque c'était lui qui l'avait porté au pouvoir. Si c'est pour en faire ce qu'elle en fait, c'est cramé. Oui, on connaît le tournant de la rigueur, le tournant néolibéral de 83, la dévaluation, tout ce qui a pu changer finalement l'ensemble de toutes ces perspectives d'espoir en impasse thatchérienne, quoi. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça a posé très vite en fait une question qui est celle de est-ce que le militantisme est compatible avec une question, celle de la délégation politique ? Est-ce que l'arrivée d'une partie des militants de gauche au pouvoir supprime le militantisme ou faut-il continuer à militer ? Et très vite après 83, tout le monde s'est dit, ceux qui voulaient militer en tout cas, qu'il fallait militer. Et là, en fait, il y a eu un problème. Et c'est là que je parle d'un âge post-militantisme, c'est que jusque-là, s'engager et militer étaient synonymes. On s'engage, on milite. Les deux termes n'ont absolument aucune différence. Ils sont, comme je le rappelais à l'instant, d'exacts synonymes. Il n'y a vraiment aucun problème à les distinguer. D'ailleurs, tu viens de le faire il y a 10 minutes. Tu as parlé d'écrivains engagés. Voilà, exactement. Pour parler d'écrivains militants. Voilà, exactement. Parce qu'à l'époque, et c'est là une des trouvailles de ton livre, à l'époque, c'est lié. Or, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque deux faces adverses d'une même idée d'essayer de s'impliquer dans la société, pour essayer de ne pas favoriser ni l'engagement ni le militantisme dans ma phrase. Voilà, exactement. Voilà. Oui, très vite, en fait, il y a eu un divorce que j'appelle un divorce sémantique. Là, c'est mon côté Paris 3 qui parle ici. Un divorce sémantique entre s'engager et militer, parce que s'engager est devenu la version propre, la version morale, la version citoyenne d'un militantisme qui a été progressivement ostracisé, mis sous le sceau de la radicalité, parce que s'engager va connaître en fait un succès médiatique, un succès citoyen et je dirais un succès global qui fait qu'on aboutit aujourd'hui à ce que moi j'appelle la société des engagés. Tout le monde de nos jours est engagé. À n'importe quel moment, à n'importe quel instant, tout le monde peut se dire qu'il s'est engagé. Et le paradigme de cet engagement, qui est une sorte de paradigme moral et sciemment dépolitisé, c'est l'écologie. Ça, je m'en suis aperçu il y a quelques années, quand mes neveux étaient au CE2 et qu'ils avaient des cours sur les petits gestes du quotidien, qui sont très bien d'ailleurs, voilà, puisque c'est quand même une formation à l'écologie. Et je me suis dit... en fait, tout le monde de nos jours tout le monde est engagé, même mes neveux qui ont 8 ans. Ils sont engagés, ils coupent l'eau du robinet pour se laver les dents, ils éteignent la lumière d'une pièce. Et je me suis dit que en fait, c'était une manière, un outil, cet engagement généralisé, à la fois pour vider l'engagement de tout contenu politique et surtout pour mettre à l'index, au sens fort du terme, tous ceux qui ne passaient pas par cette voie qu'on pourrait dire consensuelle. Voilà. C'est aussi le remplacement d'une idée qui est fausse, c'est celle du consensus. La politique, la démocratie, c'est pas du tout le consensus. On n'aboutit pas du tout au consensus. On aboutit, ça Rancière le dit 10 000 fois mieux que moi, on aboutit au dissensus, c'est-à-dire le débat, la question même d'échange de points de vue contradictoires, et la somme de ces points de vue contradictoires ne s'additionne pas, mais justement reste une dynamique pour trouver les idées démocratiques capables d'atteindre à une égalité. L'égalité, ce n'est pas le consensus, c'est la manière dont on peut précisément remettre toujours, essayer à chaque fois de faire en sorte que ce soit mieux. Voilà. Et donc, la société, en faisant en sorte que tout le monde s'engage, en fait, elle stigmatise les militants. C'est à peu près ce que tu viens de dire, j'essaie de traduire. L'autre point important,
si j'en crois ce que tu nous dis, c'est que ce qu'elle fait aussi la société, c'est qu'évidemment, elle décollectivise l'engagement, l'implication citoyenne, on va dire ça comme ça, au profit d'une individualité qui est évidemment celle que nous connaissons tous. Et donc il y a aussi cette idée-là, c'est-à-dire c'est l'idée de la betterave. La betterave est engagée, je t'achète, brave betterave engagée, je suis moi-même engagé, et basta, j'ai fait mon devoir de citoyen. Voilà, oui. À titre personnel, sans du tout réfléchir à ce qu'est la grande distribution, sans du tout réfléchir à ce qu'est l'agroalimentaire, etc. C'est-à-dire en faisant en sorte qu'il n'y ait plus du tout d'implication massive, collective. Là, ça renvoie au premier âge des communistes, etc. Oui, effectivement. Je dirais qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement quand même de collectivisation de la lutte qui passe par l'associatif. L'associatif va être notamment avec un paradigme l'humanitaire. Le surgissement dans les années 90 de l'humanitaire comme un engagement qui est dépolitisé, faire le bien, etc. Ça peut être par exemple, on voit bien l'effondrement de la sociabilité syndicale qui s'effrite totalement et qui, par exemple, est la montée de la sociabilité associative, par exemple en observant les Restos du Cœur. Voilà. Alors on va venir aux Restos du Cœur. Ouais. Mais d'abord, tu donnes le chiffre, je crois il y a plus de 5 millions de syndicalistes, de syndicalistes dans les années 30-40, c'est voilà, ça ? Exactement. Et il y en a 600 000 aujourd'hui. Voilà, oui, c'est très frappant. Donc voilà, pour donner alors qu'il y a beaucoup plus dans les années 30, il y a quoi ? Il y a 40 millions de Français ? Oui, c'est ça. Il y en a 60 millions aujourd'hui. Donc voilà. Et ça en dit long sur. Enfin voilà, les chiffres sont parlants. Et sur l'individualisation, c'est en fait, pour le dire en deux mots, sur l'individualisation, c'est le contrat managérial. Je pense que effectivement l'engagement, il est mis. On a un engagement commercial. Quand on va faire ses courses, c'est ce qu'on a évoqué avec la betterave. On a un engagement salarial. Le salarié doit mettre un peu en avant, effectivement, pour être recruté, qu'il s'engage dans des associations. Et puis on a aussi un autre type d'engagement qui est l'engagement citoyen, c'est-à-dire par exemple avec des applications sur les smartphones. Par exemple, la métropole d'Aix-Marseille a développé une application, oui c'est ça, qui s'appelle Citoyen engagé, où c'est par exemple il y a une crotte de chien sur le trottoir, vous la prenez en photo et quelqu'un viendra avec une motocrotte supersonique, vous enlevez ça se confond en fait application numérique et milice numérique. Mais sur l'individualisation, l'individualité, je pense que quand on achète la betterave engagée, on passe un double contrat. C'est-à-dire le premier contrat, c'est un contrat commercial, puisque effectivement, comme tu le rappelais, on oublie complètement qu'on est on obéit à la grande distribution, voilà. Mais surtout, et ça c'est ça qui est, je dirais, pervers. Vraiment dans le sens de la pensée perverse telle qu'elle a pu être développée récemment à propos de Macron, c'est le contrat narcissique. Il est venu, son bouquin est par là. Oui, j'ai regardé l'émission. Monsieur Joly, voilà. Joly, voilà, c'est vraiment la pensée perverse. C'est pour moi, il y a quelque chose de fondamental dans le management qui se retrouve aussi à l'échelle du macronisme. Le macronisme a connu deux périodes. 2017-2022, le premier mandat, c'est le management politique. Et après, c'est l'extrême droitisation, la concurrence folle. Voilà, mais le management conduit à une vision, je dirais, fascisante de l'emploi salarial, notamment avec un point pivot qui est pour moi le contrat narcissique. Et ça, c'est fondamental, et c'est pas du tout une donnée psychologique, c'est une donnée politique, c'est-à-dire que quand vous achetez cette betterave engagée, c'est ce que tu disais, on agit bien pour la planète. Et le contrat narcissique, qui à mon sens n'est pas assez étudié, est un point vraiment de vecteur. Oui, mais alors là, il y a beaucoup de choses qui traversent ma tête, mais ce contrat narcissique, est-ce qu'il n'existe pas aussi chez les militants ? C'est-à-dire cette idée quand même magnifique de on va changer le monde, quoi. Alors, ça, c'est quand même, je veux dire... c'est Dieu, quoi, en gros. Ouais. Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là, voilà. Quand même. Alors, il ne faut pas idéaliser non plus les militants. Effectivement, il ne faut pas idéaliser les militants. Bien sûr qu'il y a une part de contrat narcissique, mais je pense que le but, c'est d'arriver à une communauté de bien, voilà, une communauté plurielle. Même si je suis d'accord que, évidemment, on s'engage parce que on a envie aussi de participer à quelque chose. Et je crois que le contrat narcissique, il est très vite balayé. Alors, tout dépend des individus, bien sûr. Hein. Voilà, on ne va pas faire des généralisations ni de l'essentialisation. Mais effectivement, on peut
supposer, en tout cas, que cette recherche de communauté de biens puisse effacer en partie le contrat narcissique, qui de toute manière existe toujours un peu à l'échelle de l'individu, c'est constitutif des uns et des autres. Alors, je voudrais rebondir à ce que tu as dit concernant cette application d'Aix-en-Provence, Oui. cette ville qui te demande de t'engager pour la ville en signalant des petits soucis. Il y a IL que je salue dans le chat qui nous dit « Engagement, maintenant, c'est de l'anglais et ça consiste à cliquer sur un pouce sur les réseaux sociaux. » Alors là, je voudrais prendre juste 30 secondes parce que précisément, il y a une quinzaine d'années, quand moi je m'étais mis dans les documentaires interactifs, j'aimais beaucoup cette notion d'engagement. Cette idée de dire que de casser le côté je suis l'auteur, vous êtes le spectateur, et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une forme de dialogue en vous engageant dans le documentaire, en allant ici, en faisant des choix, en posant des questions aux personnages, etc. Idée que j'essaie de continuer ici même avec le chat, en disant je pense que le chat est une forme d'engagement, mais pas au sens de la betterave, évidemment. Mais c'est là où je trouve que c'est parfois très, très tendu. C'est-à-dire que toi-même, tu expliques à la fin de ton livre, et là je trouve ça assez renversant parce que c'est presque une balle contre ton pied, tu dis que les soulèvements de la Terre font parfois des petits gestes du quotidien. C'est-à-dire que l'idée d'aller désarmer en occupant une usine chimique, en emmerdant des bassines, etc., tu dis finalement, à l'échelle de la planète, c'est des petits gestes au quotidien. Je trouve ça très drôle comme truc. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas... Est-ce qu'on peut tout jeter Non, parce que, en fait, moi, c'est pour ça que tu as raison de dire que je me suis presque tiré une balle dans le pied, parce qu'il ne faut pas mettre sous le boisseau les éléments de tension et de contradiction. C'est pour ça que moi, je voulais, à la fin du livre, montrer que c'était plus complexe, en fait, et que beaucoup plus ambigu. Ça rejoint la superposition dont on parlait tout à l'heure sur les strates et les âges. C'est-à-dire que mon but, c'était pas d'uniformiser tout ce qu'on fait et de servir la thèse que je veux défendre depuis le début. Il y a quand même des zones de dédoublement, d'ambiguïté, et puis aussi des moments où, pour moi, les soulèvements de la Terre retournent la rhétorique des petits gestes en faisant des petits gestes qui sont bientôt promis pour les groupes industriels à de grandes catastrophes. Donc voilà, et je crois qu'il faut maintenir cet état de tension. Sinon, le livre, en fait, ou le propos que je peux tenir, est un propos qui, je dirais, écrase le réel et veut finalement en produire une image uniforme qui, de fait, on voudrait bien que ce soit comme ça. Moi, le premier, quand j'ai commencé à rédiger le livre, mais ça n'existe pas, et tant mieux d'ailleurs. Alors, précisément, un moment de tension dans cette émission qui va arriver. Oh là là. Ouais, je te laisse d'abord expliquer ton point de vue sur les Restos du Cœur. Oui. Après, je citerai un passage et ensuite tension. Oui. Alors vas-y tranquillement. Oui, non, parce que sur les Restos du Cœur, alors c'est un passage que autour duquel j'ai longtemps hésité, parce que je voulais pas en faire un épouvantail ni le stigmatiser. C'est plutôt en fait le raisonner dessus en termes de structure. Plutôt raisonner en termes de structure, parce que moi, j'attaque ni les bénévoles, ni... moi, je connais des gens qui sont bénévoles au Resto du Cœur, donc c'est pas du tout cette mise en question qui me pose problème. C'est plutôt la manière dont les Restos du Cœur arrivent en 85, juste après le tournant rigoriste de Mitterrand, pour suppléer, en fait, aux carences de l'État. Ils suppléent aux carences de l'État et ils proposent finalement... non pas tant les bénévoles que le discours médiatique qui se surimprime en fait au Resto du Cœur, c'est-à-dire on a plusieurs choses qui sont déployées. La première, c'est que c'est, je dirais, thématisé comme un engagement noble, un engagement qui serait apolitique. Or, on voit, moi je le vois dans le village dans lequel j'habitais longtemps, c'est souvent quand même des gens qui ont pu militer, qui s'engagent au Resto du Cœur. La deuxième chose, c'est qu'on veut en faire une réponse finalement apolitique à tous les problèmes que la gauche pose, c'est-à-dire le problème de l'égalité devant la nourriture, le problème de l'accès au logement, puisque maintenant, vous savez que les Restos du Cœur, étant donné que la misère est galopante, ils se sont déployés en, je dirais, c'est quand même
quasiment, ça supplée un certain nombre de problèmes et de ressources. Et la troisième chose, moi, ce qui me montre même que c'est vraiment la séparation entre militantisme et engagement, c'est la fête. C'est le culte de la fête. Et le culte de la fête, c'est pour moi cette kermesse de Dame Patronesse qui tous les ans est le concert des enfoirés. Voilà, on parlait de mes parents tout à l'heure. C'est leur bête noire, ce concert des enfoirés. Chaque fois qu'on est à la maison et que ce concert passe, on les entend pousser des cris d'orfraie, puisque, en fait, pour moi, la fête est une manière de montrer une vision, cette fête-là en tout cas est une manière de montrer une vision extrêmement positive pour noircir en fait le militant, pour montrer que lui, au contraire, et c'est ce qu'on voit en observant notamment la presse, le militant ferait toujours la gueule, le militant serait toujours renfrogné. C'est en fait constituer ou instrumentaliser même l'histoire de cette association contre finalement une forme de militantisme qui serait beaucoup plus vengeur. C'est-à-dire que c'est opposer l'engagé et créer une autre figure qui serait celle de l'enragé. Il y a 70 000 bénévoles, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Rappelles-tu des restaurants du cœur, donc c'est pas rien. Et tu écris page 74. Alors là, je trouve que tu es un petit peu tendre avec toi-même, parce que si tu dis du mal des militants, parce que... de manière stupéfiante, page 74, écris-tu, comme s'ils n'avaient jamais lu Nietzsche de leur vie. Les engagés troquent la conscience militante la plus tranchée contre la bonne conscience paternaliste la plus molle, au lieu de lutter contre les carences concertées de l'État. Alors, en fait, ce qui m'a gêné vraiment dans ce passage, c'est que, évidemment, ton sujet d'étude, c'est les engagés, les militants, les bénévoles, mais je dis 70 000 personnes qui servent en fait des millions de repas. Et je me dis que les gens qui crèvent la dalle, ils n'en ont rien à faire de ce que tu es en train de penser, de ce que les bénévoles font. Est-ce que... ils ont raison. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ah oui, non, mais moi je suis pas du tout... Parce que... Ah mais si, tu es un peu... Oui, non, mais ce que je veux... Oui, vas-y. J'ai beaucoup aimé ton bouquin, il n'y a pas de souci. Mais là-dessus, comme tu voulais de l'attention, je t'en donne. Ah bah voilà, la polémique. Voilà. Non, c'est parce que je pense que vraiment... c'est cette instrumentalisation des Restos du Cœur qui pose question, et puis aussi quand même une partie des gens qui s'y engagent, parce que si moi je connais des gens qui s'y engagent positivement, c'est pas le cas je fais état de ce qu'on m'a dit, hein, de tous ceux et celles qui s'engagent. C'est-à-dire c'est la version propre c'est la version propre qui agit contre la version sale du militantisme. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, même au corps défendant de certains engagés, il y a quand même une instrumentalisation qui peut poser problème. Alors justement, face à la société des engagés dont tu viens de parler, il y a ce que tu nommes page 87, chapitre 2, la fabrique des radicalisés. Et ce que tu aimes bien dans tes chapitres, et on aime beaucoup en tant que lecteur, c'est tu démarres toujours par une phrase très forte, dont parfois tu dis « Oh là, j'ai un peu osé ». Alors, c'est pas le cas de celle-ci, mais elle est très forte. D'ailleurs, je crois que je l'ai reprise dans mon introduction. « Militer aujourd'hui, c'est refuser l'engagement ». Donc, l'engagement, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Hein, c'est-à-dire une forme d'implication citoyenne non politisée qui ne remet pas en compte les infrastructures et qui irait simplement mettre un petit peu de formol sur les plaies. Voilà. Hein. Et là, tu dis, en face de ça, on fabrique le radicalisé. Oui. Et c'est, je dirais, un chapitre qui a été très difficile à écrire, parce que, en fait, là, très vite, quand je dis que militer, c'est refuser l'engagement, je me détache du mot engagement, parce que si je l'ai employé, notamment dans le premier chapitre, je crois qu'il était temps de nommer ce que moi j'ai appelé l'engagisme, c'est-à-dire une double fabrique qui est terrible et qui résume ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire tout d'abord la fabrication, et ça me paraît important, mais je pense que c'est peut-être le plus perceptible d'un apolitisme en fait, voilà, c'est-à-dire notamment l'écologie sert de prétexte à apolitiser le rapport qu'on peut avoir au réel en uniformisant et en faisant tenir de manière chorale la fameuse petite fable des gestes du quotidien. Ça, je pense que l'apolitisme,
on peut l'identifier assez rapidement, puisque quand mes neveux, dont je parlais tout à l'heure, coupent l'eau du robinet, voilà, ils ont l'impression de faire. D'ailleurs, ils font un geste pour la planète, mais on ne peut pas dire qu'il soit connoté politiquement, puisque, à moins d'être complètement Il n'y a pas zinzin. une façon de droite Ouais. ou de gauche de fermer le robinet. Voilà, C'est ça que tu à veux moins dire. d'être complètement zinzin, voilà, on va pas chercher non plus. Par contre, il y a une façon de droite ou de gauche de réfléchir à l'exploitation de l'eau. Voilà, exactement. Voilà. Bien sûr. Mais bon, comme je dis, à moins d'être complètement zinzin, bon voilà. Donc il ne faut pas non plus surpolitiser les choses au risque de faire perdre le fil politique de son discours. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'engagisme, qui est la fabrication d'une insensibilité de masse. Et cette fabrication d'une insensibilité de masse, je crois qu'elle doit nous interroger sur la manière dont, moi je pense que les engagés, en tout cas c'est ce que je vois autour de moi, les engagés, ceux qui ne militent pas, mais qui font des gestes pour la planète, ne sont pas d'accord, globalement, avec la politique, par exemple, macroniste. Alors évidemment, moi je ne connais pas de macronistes, voilà. Je connais que des gens qui sont contre Macron, même s'ils ne militent pas contre Macron, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir que les gens ne sont pas d'accord, mais que cette insensibilité de masse fait que les gens ne font rien contre ce contre quoi ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils n'agissent plus. Il y a une façon de déréaliser la manière dont les choses nous arrivent, parce qu'il y a des contraintes quotidiennes. Je dois aller chercher les enfants à l'école. La paupérisation galopante fait que si je fais un jour de grève, voilà, je peux pas. On dit, ah bah oui, les grèves prennent plus, mais aller faire grève, en fait, quand vous avez un loyer à payer, quand vous avez des choses à faire, c'est perdre un jour de grève, c'est monumental maintenant dans un budget. Et cette insensibilité de masse est une uniformisation de non-action, parce que voilà, c'est quand même très compliqué. Et la fabrique des radicalisés, c'est un moment de péril, c'est-à-dire qu'on arrive au moment où finalement on va ostraciser, en montrant que certains, toujours un groupuscule, continuent à militer, alors même qu'on pourrait s'engager. Alors même que s'engager, c'est peut-être faire la même chose qu'eux. Donc militer, c'est être un doublon dans une société qui propose déjà des manières de s'engager qui partagent les mêmes vues. Et donc, on aboutit, avec cette notion de groupuscule, à une notion terrible, parce que c'est quand même pas une notion qu'il faut prendre à la légère et qui est très très grave, c'est la notion de terrorisme. On va y venir, Voilà. on va évidemment y venir. Mais d'abord, dans cette fabrique des radicalisés, cette fabrication des radicalisés, tu pointes trois étapes: désobéir, saboter et justement terroriser. Alors, est-ce que tu peux nous dire par désobéir et par saboter ce que tu entends, Oui. enfin, ce qui est entendu par cette fabrique des radicalisés? C'est-à-dire que je me suis vraiment appuyé sur... j'ai pris ces deux verbes parce que c'est deux verbes vraiment contemporains qu'on entend beaucoup dans les milieux militants et qui pour moi sont deux verbes clés. Désobéir, on se souvient de l'essai de Frédéric Gros sur les formes de désobéissance civile. Et puis saboter, c'est Andreas Malm, voilà, c'est le livre qu'on ne présente plus sur le pipeline. Donc c'est vraiment deux verbes qui sont très intéressants et parce qu'ils ont une véritable résonance, on va dire, populaire, ou en tout cas ils le sont dans nos milieux. Et il me semble que cette fabrique des radicalisés invite en fait à désobéir tout d'abord. C'est-à-dire que celui qui veut continuer à militer, sortir de cet âge du post-militantisme, il doit montrer qu'en fait, les engagés, sans le savoir, obéissent. Et donc, il y a une manière de politique d'obédience. Et il faut, en fait, cette politique d'obédience, elle passe par une sorte d'hypnose. Le capitalisme, pour moi, est lié à l'hypnose. Freud, à la fin du 19e siècle, ne propose pas d'hypnotiser ses patients et ses patientes par hasard, parce que l'hypnose, c'est le paradigme même du capitalisme. Et en 2017, on s'en souvient peut-être pas, mais sur les murs de Paris, au moment où Macron faisait sa campagne, il y avait un espèce de magnétiseur qui s'appelait Mesmer et qui avait même une émission sur TF1 et il hypnotisait les gens. Et je me suis dit que ce retour de cette hypnose, qui est quand même un mode complètement 19e siècle, dont chacun a pu dire, pu pointer toutes les limites médicales, etc., montre qu'en fait, il y a une manière d'hypnose et je
trouve que, par exemple, un groupe comme Extinction Rébellion produit, alors c'est là que je vais revenir à mon côté Sorbonne Nouvelle, produit des figures intéressantes, notamment puisqu'il intervient toujours, notamment je pense à un spectacle en 2023, une représentation de la flûte enchantée à l'Opéra Bastille, où un militant monte sur scène et s'attache à une corde pour dire qu'il nous reste je ne sais plus combien de jours avant que nous ne puissions pas inverser l'épuisement des ressources. Et notamment comme les jets de soupe sur les tableaux, quand même, par exemple sur le Van Gogh, pour moi c'est très important parce que ça attaque la représentation. C'est-à-dire que la contemplation d'une œuvre d'art, qu'il s'agisse d'un tableau ou qu'il s'agisse d'un opéra, c'est attaquer la manière dont on représente le réel. Ça produit à la fois il y a une sacralisation de l'œuvre d'art, on l'a tous vu à la fin des années 80, les iris de Van Gogh, etc. Et donc cette sacralisation de l'œuvre d'art est en fait une manière d'hypnose dont le groupe Extinction Rébellion veut nous réveiller. C'est comme si on produisait ce qu'on appelle un peu pompeusement une métalepse ou une aposiopèse, c'est-à-dire une interruption et puis un changement de cadrage pour dire attention. Là, vous êtes en train de regarder, vous assistez dans la salle à la flûte enchantée, mais vous assistez dans la salle parce que vous êtes privilégié, parce qu'allez vous payer une place à l'Opéra Bastille, c'est quand même un public très particulier. Et puis, dans les musées, la sacralisation de l'œuvre d'art doit bien vous montrer, notamment avec les tournesols, que ces tournesols sont des tournesols peints, que Van Gogh pouvait les peindre à la fin du 19e siècle comme ça, mais qu'ils vont disparaître. Donc, ça m'a paru très intéressant, cette désobéissance qui est une forme de désacralisation des gestes finalement qu'on a, enfin moi le premier, envers, voilà, j'ai étudié la littérature, et ça invite à une réflexion qui est assez forte sur la manière dont, non pas de divertissement, mais une manière de diversion ou d'à côté. Voilà. Alors justement, tu racontes très bien cette scène à l'Opéra Bastille. Tu rappelles donc que le public va huer le militant, qui lui va avoir cette phrase avant de s'attacher, je crois, avec un antibol. Il va avoir cette phrase, il dit « Moi, je suis pas là pour le plaisir ». Oui. Et je trouve que c'est une phrase extrêmement forte. Voilà, donc je voulais juste la rappeler. Dire non, c'est désobéir, demande Pierrot Gageleur. Oui, dire non. Mais dire non quand ça nous fait subir des souffrances. Oui, bah oui, c'est tout l'objet du livre de Frédéric Gros. Alors moi, je n'interroge pas cette part-là que Frédéric Gros fait très très bien sans difficulté. Et moi, désobéir, oui, c'est dire non. C'est d'abord essayer de dire non, mais avec les moyens qu'on a. Parce que moi, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de montrer que le post-militantisme ne peut pas retrouver les figures héroïques et héroïsantes finalement qu'on a pu connaître au long du XXe siècle. Et quand on parle des petits gestes, on les a évoqués tout à l'heure, ces petits gestes des soulèvements de la terre, c'est aussi une vision du post-militantisme où on peut faire ce qu'on peut à notre échelle, et déjà rien que faire ça, c'est en fait énorme. Déjà, rien que dire non, c'est quand même, dans une société où le oui, l'engagement domine, l'engagisme domine, c'est quand même avoir une force qui fait que chaque fois, c'est une épreuve de force, en fait. Et oui, désobéir, c'est dire non. Oui. Néanmoins, tu nous dis, là je cite de mémoire, je ne sais plus quelle page c'est, tu nous dis une phrase moi, qui m'a turlupiné toute la nuit. Voilà, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en ruine. Oui. Hein, tu dis ça. Alors là, qu'est-ce qu'on fait de ruine ? Les ruines, c'est toujours le ferment d'un début, en fait. Les ruines, c'est toujours le ferment d'un début. Dans toute la poétique des ruines qui s'est développée depuis Joachim du Bellay avec les regrets et les antiquités de Rome au XVIe siècle, la ruine, elle a toujours eu une double fonction. C'est-à-dire, elle constate un désastre passé. Voilà, elle est le témoin des ravages de l'histoire. L'histoire est passée, une civilisation a disparu. C'est souvent le cas, les ruines à Rome, c'est l'Empire romain qui a disparu. Mais elles peuvent être des ruines fécondes. Elles peuvent être le ferment. Par exemple, dans les Antiquités de Rome, dès le XVIe siècle, du Bellay en fait l'objet d'une rêverie, d'un songe qui va permettre autre chose. Donc,
moi, c'était pour dire en fait que quand Macron nous disait nous sommes en guerre, c'est vraiment l'expression de ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire la stratocratie, même contre un virus invisible. C'est une phrase qu'il avait prononcée en mars 2020, tout le monde s'en souvient, au moment de son allocution pour dire que c'était le confinement. Et moi, je dirais que il est bien gentil de nous dire que nous sommes en guerre, mais c'est surtout lui qui fait qu'on est surtout en ruine. Et donc, nous sommes en ruine, c'est la promesse qu'impossible et qu'il est encore possible de faire quelque chose. Et la ruine n'est pas une terminaison, elle n'est pas une fin. Elle est vraiment l'appel à ce qu'un poète comme Stéphane Bouquet appelle le redébut. Il y a aussi un livre qui s'intitule L'absolue perfection du crime de Tanguy Viel en 2001 que se termine sur une scène de ruine. Les deux personnages principaux, Marin et Pierre, s'affrontent. Marin disparaît, qui est l'ennemi de Pierre, et Pierre part au fin fond de cette Bretagne toute en archéologie industrielle un peu détruite, et il part au milieu des ruines pour la promesse d'un renouveau. Voilà, il était en guerre pendant tout le livre avec Marin, mais voilà, il va recommencer quelque chose. C'est la promesse d'un recommencement. À propos de poète, tu as parlé de poète, il y a Valeur Anarchiste dans le chat qui nous dit c'est aussi l'homme derrière, enfin qui a fabriqué le petit néon qui est derrière toi. Les ruines, ça fait des gravats et des pavés. Alors, si j'ai bien compris ton livre, là je suis pas sûr d'avoir bien compris. Les trois stades, donc désobéir, saboter. On pourrait dire que les radicalisés, alors se revendiquent pas forcément radicalisés, mais qu'on peut tout à fait revendiquer être un saboteur, être un désobéissant. En revanche, terroriste, personne ne se revendique terroriste. Pas même Ben Laden, enfin pas même, voilà, c'est quelque chose qu'on s'auto-attribue pas, c'est ce que tu le rappelles, et donc ça c'est la société, notamment la société médiatique, politico-médiatique qui va traiter les gens, les militants de terroristes, et donc il y a l'irruption de ce terme éco-terroriste, notamment, sur lequel il serait bon revenir. Oui, alors ce terme d'écoterrorisme, il n'est pas. Alors moi, je le connaissais pas du tout personnellement. C'est quand Gérald Darmanin l'a utilisé à propos des militants de Sainte-Soline. Et donc j'ai lu un article de Nicolas Truong dans Le Monde de mai 2023 qui revenait sur la généalogie de ce terme d'écoterrorisme. Et là, je me suis intéressé au terme. Donc c'est un terme néolibéral qui a surgi dans la prose d'un Tartampion complètement halluciné américain. Et donc l'éco-terrorisme, c'est en fait une manière de déconsidérer le combat écologiste. Dès le départ, ça a été une stigmatisation. Et cette stigmatisation, elle était une criminalisation, c'est-à-dire on emploie des moyens violents, des moyens physiques pour servir la cause, c'est-à-dire on ne reculera devant rien. Donc on est là en fait comme une force de destruction, une force qui rejoindrait une fable qui est la fable préférée de l'extrême droite depuis Maurras, c'est la fable de l'ennemi intérieur. Cette fable de l'ennemi intérieur, elle court partout, pire que la maladie d'amour, elle court dans tous les médias, même les médias qui ne sont pas marqués CNews, etc. C'est-à-dire on nourrit en notre sein la force qui va nous détruire. Et donc, cette force qui va nous détruire, c'est quand on accueille, par exemple, des étrangers, ça c'est la grande fable. Voilà. Et l'ennemi intérieur, c'est celui qui grandit dans la société pour mieux la détruire. Voilà. Et qui en prend les codes et qui les retourne. Et l'éco-terrorisme, c'est en fait quelqu'un qui disposerait de tous les moyens de la société de consommation, qui vivrait très très bien et qui d'un seul coup, sous l'appel d'un caprice quelconque, déciderait de s'enrôler, de s'engager dans une manière d'organisation secrète, dans une manière, je l'ai dit tout à l'heure, de groupuscule, puisque tout le monde domine avec l'engagement et l'engagisme, ceux qui se radicalisent, c'est ceux qui ont un autre but. Ils ont un autre but. Ce but, il est caché. Ils complotent forcément contre nous. Ils complotent contre le bien-être. Ce sont des forces de déstabilisation extrêmement fortes et violentes qui vont agir sans qu'elles soient éminemment discernable. Alors il y a l'ennemi intérieur, il y a aussi le parti de l'étranger, évidemment. Alors Donne la Papate, que je salue, me reprend en disant « Ah bon, mais bien sûr, nous sommes tous des éco-terroristes ». Ça c'est très différent, ça c'est le retournement de stigmate, oui. c'est évidemment. Mais justement, les soulèvements de la Terre ne sont pas venus en disant « Nous sommes des éco-terroristes ». Ils reprennent le truc pour le retourner comme un gant, parce qu'évidemment c'est risible. Page 134, contre toute
présomption scientifique et toute rigueur sociologique se met résolument en place. Alors là, nous sommes dans les années 80, dans les années 2000, 2010, un calque rhétorique par l'emploi presque systématique du terme militant pour désigner toute personne qui, à partir des années 2010, prend les armes au nom d'une organisation terroriste se réclamant de l'islamisme. C'est-à-dire, on nous dit, ce sont des militants islamistes, et donc on met le mot militant. Et donc derrière chaque militant, il y a ce danger, il y a ce péril qui serait tapi dans l'ombre. Oui, et ça m'a beaucoup frappé parce que je m'en étais pas aperçu en fait. C'est Oui. quand je m'en étais pas du tout aperçu, mais quand on regarde tous les articles, du journal de référence, Le Monde par exemple, ou aussi dans l'IB, quand on revient sur tous les articles entre 2010 et 2015, et particulièrement après l'année 2015 si secouée en France par le terrorisme, on s'aperçoit que djihadiste est le plus souvent accolé à militant. C'est-à-dire qu'il y a des militants djihadistes pour parler des terroristes qui étaient à Molenbeek, etc. Donc on a vraiment l'utilisation du mot militant qui devient là vraiment un terme criminel. Là, on a parlé d'une criminalisation, c'est par extension, mais là, le mot militant devient criminel. On ne dit jamais qui s'engage pour le djihad. Le terme engagé est vraiment mis de côté, il est choyé pour véritablement le réserver à ce qu'on disait, c'est-à-dire la version morale d'un monde qui serait tourné vers le bonheur et le bien extrême, mais vraiment le mot militant devient le synonyme de terroriste. Là, c'est vraiment très frappant. Il faudrait faire, je pense, comme le font les linguistes, un pointage lexicologique à base de diagrammes, ça prendrait beaucoup de temps, mais on verrait que vraiment le terme est quasiment systématiquement associé à le djihadiste. Et alors, dans la même idée, tu remontes à 2014 à propos de propos tenus par un dénommé Xavier Belin, alors président de la FNSEA. Il est mort depuis, j'ai vu. Ok. Qui, au lendemain de la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivins dans le Tarn, indiquait que l'opposition aux 10 barrages avait été provoquée par l'apparition de djihadistes verts. Donc Oui. on va de militants djihadistes à djihadistes verts à militants verts finalement. Oui. Voilà, donc éco-terroristes. Oui. Et c'est vraiment frappant parce que on s'aperçoit que déjà, ça galvaude le terme, parce que si par malheur on est touché par le terrorisme au hasard malheureusement qui nous a fait croiser sa route, croyez-moi, on ne va pas s'amuser, c'est indécent par rapport aux victimes du terrorisme de parler de djihadistes verts pour des gens qui montent dans des arbres pour bloquer des autoroutes, ou pour des gens qui s'assiedent sur une bretelle d'autoroute pour empêcher le transport de poids lourds. Enfin, vraiment, c'est d'une indécence et c'est totalement immoral, et quel manque d'égard pour et les victimes et les familles des victimes. C'est comme le sketch vraiment honteux qu'on entend toujours à propos des prises d'otages pour les grèves. C'est finalement le même paradigme, les prises d'otages, pardon, mais après le Bataclan, faut arrêter. Et donc là, en fait, on n'était pas du tout, on était juste avant, c'est ça qui est intéressant, on était juste avant 2014, avant les attentats de 2015, soit celui d'Hypercacher, Charlie Hebdo ou la nuit des terrasses et le Bataclan, et là, on voit que tout le monde lui emboîte le pas. Tout le monde emboîte le pas de ce président Xavier Belin de la FNSEA, et que le terme revient partout. Mais ce terme, il a une histoire en fait. Xavier Belin n'emploie pas en premier le terme de djihadiste vert. Il l'emploie en déclinaison d'un autre terme, évidemment, qui reposait sur ce qu'on appelle une paronomase, c'est-à-dire avec un retour de sonorité. C'est bien évidemment notre Éric Zemmour national qui parlait de Khmer vert. Voilà. Et donc, on a en fait une réactualisation de ce paradigme du massacre, en fait. C'est le paradigme du massacre. Les Khmers, sont évidemment l'auteur de massacres innommables, et Khmer vert, c'est en fait les mettre sur un pied d'équivalence, et djihadiste, c'est sa réactualisation contemporaine. Il y a une bonne blague dans le chat de Bougre. D'ailleurs, le vert, c'est la couleur de l'islam,
comme par hasard. Tu Mais vois. oui. Donc, il avait devancé que tu allais parler de Zemmour. Bravo, Bougre. Tu C'est as très le bien. droit de garder, de rester. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va pas tout déflorer du bouquin. Il y a toute une partie qui t'importe énormément puisque ton dada à toi, c'est la critique littéraire, donc c'est la littérature, dont tu nous dis que finalement la littérature engagée empêche le militantisme. Elle nuit au militantisme. Est-ce que, alors il y a tout un chapitre là-dessus, je laisse les gens découvrir, mais en 2 mots, qu'est-ce que tu voudrais, juste pour nous mettre en appétit, Oui. qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ça? En fait, moi, je me suis aperçu que on vit en littérature française un basculement, c'est que la littérature redemande de la société. Et avec des autrices comme Nathalie Quintane, des auteurs comme Laurent Mauvigné ou Tanguy Viel, ou une autrice comme Emma Marsante ou Neige Sino, on est vraiment en prise avec ce qui se passe dans l'actualité. On est vraiment en prise avec à la fois les soulèvements sociaux, à la fois toutes les intrigues autour de l'argent, le destin personnel, tout ce qui tourne autour de MeToo. Et je me suis dit, cette littérature-là, elle n'est pas massivement représentée sur les plateaux télé. Elle a son succès, de très beaux succès, mais c'est pas celle qu'on voit médiatiquement. Et je me suis aperçu que certains écrivains avaient plus voix au chapitre parce qu'ils se revendiquaient d'une littérature engagée. On en a parlé tout à l'heure, c'est Sartre dans les années fin 40, début 50. Et des écrivains comme Nicolas Mathieu répondent pour moi à ce paradigme assez ambigu d'une littérature engagée qui ne propose pas du divertissement. Nicolas Mathieu, quand il écrit Connemara, il parle du burn-out d'une jeune femme et il ne nous propose pas une bleuette pour qu'on s'évade ou que ses lecteurs et ses lectrices s'évadent. Et en fait, il propose un roman politique qui, pour moi, pose des questions en fait, sur la manière dont, finalement, il fait, sans même le savoir, une sorte de réalisme socialiste qui empêche les gens de s'émanciper de leurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une vision pessimiste qui passe aussi par ce que j'appelle une littérature sentimentale qui dévalue progressivement toute la possibilité de soulèvement et d'engagement. Ces personnages, ils sont toujours dans des colères empêchées et ils ne donnent pas aux personnages les moyens de s'émanciper. Et à partir de là, je me suis dit que ça rejoint un peu la phrase de Godard, est-ce qu'on ne devrait pas, plutôt que de faire de la littérature politique qui pour moi est stérile, on ne devrait pas faire politiquement de la littérature, c'est-à-dire non pas être dans un récit néo-naturaliste, ce que fait Nicolas Mathieu. Est-ce que le récit est encore une forme adaptée de la littérature à ce qu'on vit? Est-ce qu'il ne faut pas faire comme Quintane, prendre des phrases, essayer de les analyser, les mettre en perspective? Est-ce qu'il ne faut pas faire comme Tanguy Viel, essayer de réfléchir à la manière dont le monde se fragmente et le vivant s'échappe? Est-ce qu'il ne faut pas faire comme Stéphane Bouquet, interroger les possibilités de la communauté? Est-ce qu'il ne faut pas faire comme Emma Marsante ou Neige Sino, c'est-à-dire relire la littérature et s'intéresser à la manière dont on doit s'en sortir. Emma Marsante, qui a écrit deux textes qui s'intitulent Une mère éphémère et Les fous sont des joueurs de flûte aux éditions Verdier, a une formule, je crois, clé pour notre société actuellement. Elle dit « il faut que je m'en sorte par le bas ». C'est-à-dire, au lieu de s'en sortir par le haut, il faut essayer de s'en sortir par le bas. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai les conditions de le faire? Est-ce que, si j'ai pas de posture héroïque, est-ce que quelqu'un va me suivre dans ce que j'essaie d'entreprendre? Et ça, c'est une question hyper modeste, hyper simple, mais je crois extrêmement cruciale sur notre demande de réel et notre demande de modestie de la part de la littérature qui, en fait, doit vraiment se poser la question de savoir ce qu'elle peut devenir. L'important, c'est que le réel ne soit pas remarqué. C'est la fin de ton prologue et c'est une phrase de Nathalie Quintane. Ouais. Et là, c'est à propos de la stratocratie que tu dis ça. Ouais. C'est-à-dire que... mais c'est une phrase magnifique. De Oui. toute façon, elle est fortiche. C'est extrait de Un œil en moins, si je me souviens bien. Ouais. Et c'est un livre fondamental. C'est un gros livre, comme elle dit, parce qu'elle avait envie de lancer un pavé. Voilà, parce que Nathalie Quintane est plutôt habituée à des formes un peu plus courtes, même si ça se discute. Et là, l'important, c'est que le réel ne soit pas remarqué. C'est un livre formidable sur les ronds-points, la loi travail,
comment lutter. Elle est à Digne et comment on lutte dans cette région. Et elle a une autre phrase formidable, je trouve, qui pour moi montre l'extrême acuité qu'elle a dans la discussion de la démocratie. Elle dit finalement, les gaz lacrymogènes, c'est la seule démocratie qu'on a connue, parce que en fait, qu'on soit sur un rond-point à Digne-les-Bains ou qu'on soit sur les Champs-Élysées, on a pour une fois en France tous respiré le même air. Le but est de décoloniser la langue. Ouais. C'est ce que tu nous proposes sur la fin, puisque sur la fin, il y a quelques pistes. On est bien d'accord que ton livre s'inscrit dans la plupart des livres qui sont derrière toi, c'est-à-dire avant tout un constat. Ouais. Et on est plus en train de constater les ruines que de se dire comment on va remonter notre empire. Premier acte de la méthode, vider la langue des mots colons, de sa marchandisation comptable, terrible, qui empêche tout langage d'exister. Le langage ne doit plus être préempté, il faut le rendre à lui-même, mais encore faut-il savoir quels mots doivent faire l'objet d'une telle opération, comment il faut se libérer du siège de l'asservissement qui est le nôtre. Est-ce qu'il y a ce matin un mot que j'ai employé par erreur, qui serait un mot asservi, qui montrerait que je suis, comme tout un chacun, infiltré par le mal qui nous est fait ou Alors j'ai pas noté, mais tu as raison de le dire, parce que moi, comme toi, en fait, on veut décoloniser le langage, mais en fait, on est colonisé par certains mots, et donc on emploie malgré nous. Par exemple, moi, l'année dernière, militer, je l'employais, mais sans bien connaître l'histoire du mot. Je crois qu'on a besoin de réfléchir à la manière dont on est parlé par le langage. Ça, c'est une grande idée des années 60, Oui. des années 50-60, et on croit qu'on parle, mais en fait, on est parlé par le langage, et parler par le langage, c'est-à-dire qu'on véhicule des idéologies malgré nous. Le mot qui, moi, me pose problème en ce moment, mais je pense que tout le monde en a fait le constat, donc il n'aura pas d'originalité, mais en tout cas, il faut quand même, je crois, à chaque fois pouvoir le rappeler, c'est le mot otage. Je pense que c'est le mot otage qui, pour moi, est d'une indécence vraiment folle. Et on a beau... moi, j'étais intervenu sur un plateau sur LCI au moment de la grève du bac en 2019 avec Olivier Mazerolle et Arlette Chabot. Et on gardait les copies, les notes des copies de bac pour justement avoir un moyen de discuter. Et Mazerolle m'avait dit comment vous osez prendre les élèves en otage. Là, je l'avais recadré en lui disant, écoutez, il y a 4 ans, il y a eu des attentats, c'est pas possible, quoi, de parler comme ça. Et je pense que notre travail, c'est à chaque fois qu'on peut de le rappeler. Et nous-mêmes, on commet des erreurs tout le temps. Je veux dire, on peut pas arriver. Il faudrait une réflexion de linguiste telle qu'on peut pas la mener. Et chaque fois qu'on découvre des mots, chaque fois qu'on voit la manière dont les mots, l'usage des mots nous use, eh ben, il faut essayer de réfléchir à la manière dont on peut s'en sortir. As-tu le temps de quelques questions supplémentaires venues oui. du chat? Oui. Thiado, des matérialistes diraient qu'il y a une sacralisation des luttes de la rue versus les luttes qui font avancer matériellement, comme la lutte des urnes et l'aide concrète des gens au jour le jour. Ça, c'était par rapport à je pense, il était 10h20. Oui, Je pense qu'on était... Ah non, on avait fini la séquence Resto du Cœur, mais Ouais. j'imagine que ça réfère à ça. Oui. Quelle réponse? Je dirais que moi, quand j'ai écrit les phrases sur la figure de l'électeur, c'est des phrases où j'ai essayé d'être prudent, ou même sur les Restos du Cœur, parce que c'est quand même assez difficile de dire que la figure de l'électeur est dangereuse, ou que les Restos du Cœur posent problème. Mais il ne faut pas ne pas le dire. C'est-à-dire, jusqu'à un certain point, toutes ces questions doivent être posées. Après, la réponse, moi, je dirais que moi, j'essaye modestement d'apporter des pistes de réponse. Mais je n'ai pas vocation à épuiser le sujet. Moi, ce livre-là, de toute façon, il porte sur que le militantisme en France, ça il faut le dire aussi, parce qu'il y a les formes de militantisme, c'est des militantismes qui sont toujours situés, c'est-à-dire toujours ancrés dans un espace et une contextualisation, c'est-à-dire historique, et une cotextualisation, c'est-à-dire ce que les autres ont pu dire. Et donc, voilà, moi je pense que j'apporte quelques pistes de réponse, mais je sais pas, elles n'ont pas vocation à éteindre le sujet. Voilà, loin de là. Hein. Voilà, et heureusement d'ailleurs.
Iconis, je trouve, pose une très belle question que je m'étais pas posée à la lecture de ton livre. Pourriez-vous faire aussi la part des choses entre être militant et être activiste? Moi, j'aime beaucoup le terme activiste, Ouais, par exemple, ouais, ouais. parce que j'aime bien l'action. si Ouais, tu ouais, veux. ouais, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que tu ne parles pas d'activiste. C'est vrai que je parle pas Ah d'activiste. merde, un deuxième bouquin? Ouais, bah, un deuxième bouquin, effectivement. Non, c'est parce que, en fait, je parle pas d'activiste, parce que l'activisme, c'est d'abord un mot, c'est un anglicisme, et il est fait aussi pour se détacher du militantisme. C'est-à-dire que l'activisme veut. Il y a deux pôles dans l'activisme. Le premier pôle, c'est écarter la stigmatisation militante. Et le deuxième pôle, c'est montrer une actualité de la lutte. Et l'activisme, c'est effectivement ne pas être dans les idées, dans le ciel des idées, et c'est, comme tu le rappelais à l'instant, prôner l'action, essayer de faire des actions militantes, mais sans l'adjectivation qui peut être connotée. Et je crois que c'est une forme de modernisation du terme pour vraiment faire apparaître l'actualité des luttes. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important dont on n'a pas parlé, mais j'en parle, de toute façon, je pourrais parler des heures et des heures, c'est la muséification du militant. Et ça, la muséification du militant, c'est un danger, c'est-à-dire on veut toujours que le militant soit caricatural, qu'il soit historicisé, qu'on le mette sur un monceau de pavés et qu'il jette des pavés avec un foulard rouge autour du cou, avec une petite gouaille à la Gavroche. Et l'activisme, il vient brouiller justement ce paradigme parce qu'il va plus vite que l'image qu'on veut en faire. Très bonne réponse. Nous avons une question rituelle, toi qui connais au poste, puisque tu as fait allusion à une ou deux émissions. La question rituelle, qu'est-ce que nous avons fait pendant 1h42? Eh bien, on a essayé tout simplement peut-être de pointer une plus grande vigilance sur le langage, de voir ce qu'on disait tout à l'heure, que parler de militantisme, c'est être parlé par tout ce qui nous précède. Barthes avait une phrase formidable, il disait quand je commence à parler, je ramasse tout ce qui traîne dans la langue. Et il avait une autre phrase, il disait, moi en fait, en tant que sémiologue, c'est-à-dire analyste des signes, j'ai une maladie, je vois le langage. Et j'espère qu'au lieu d'utiliser la langue comme un simple véhicule, on verra qu'elle a des formules opaques et que on a essayé, tant bien que mal, parce qu'il faut quand même être modeste, de déchirer ce voile opaque qui voile un peu la voix tous les matins quand on se réveille. Merci beaucoup. Très belle. L'activisme, cela rejoint les petits gestes et soulèvements de la terre. Merci beaucoup à toi, Johan. Alors moi, je vais rester en studio. Je vais profiter d'avoir un couple de réalisateurs extraordinaires pour ensuite revenir après le temps de pause. Il faut que je fasse ta photo et je voulais te remercier. C'est moi qui te remercie, qui remercie l'équipe et qui remercie les intervenants et intervenantes du chat qui effectivement sont absolument pertinents. Unexpected, qui était là au tout début de poste, très intéressant, merci. Passionnant entretien de ce matin, nous dit Lucie, génial. Merci beaucoup, dit la même. Quelle conclusion, merci à vous, super émission, nous dit Fanny. Merci, nous dit Darling. Merci, super, nous dit Sans Citron, très intéressant, merci Superman. Merci tout le monde, nous dit Laven. Trognon, merci, Donne la papate, c'est nous. Une matinée où l'on appuie les certitudes et l'on nourrit le doute, un vrai moment de réflexion, nous dit Rannick. Ah bah ça, oh là là. Mais ça c'est toujours le cas. Non mais on dirait un slogan, dirait un slogan de poste. Une matinée où l'on appuie les certitudes et où on nourrit le doute. Regardez au poste. Regarde caméra. Mon côté Mediapart. Bon, on se retrouve dans 2 minutes, les amis. Alors, je vous dis, c'est la scène pause qu'il faut lancer. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et merci à Yoann. Ah bah merci à vous.